So ndugu wasikilizaji, karibuni kwa kipindi chetu cha New Info Roundup ambayo tunakutumia hapa ku Red Pro Media. Nakumbuka wakati tuliongea ilikuwa pepre 2 semaines passées, tuliweza kubambia kwa emission yetu itakuwa principalement mswahili, juu ya tukuna bapatia ma idea mambo ambayo unapitikana kwetu kwa Congo, de République démocratique du Congo. Mais aussi tuliweza kutembea actually tuliweza kubapromettre aussi que à chaque fois tukikutanana tutakuwa na kupatia ba invité bale benye beko na connaissance, c'est-à-dire tuweza kusema kama tuko na besoin kuongea par exemple mambo ya santé juu tuko ma problème ya makorona masiku, tutakuwa na kuletea ba docteur juu tusiko naongea tu mambo ya ovyo ovyo. Na tukasema tena kama tuko na besoin ya par exemple politique, tutakuwa na kuletea mtu mwenye ko kale mu politique yetu ya Congo bien sûr, juu mkwe na idée vraiment ya kujua nini kona pitikana mpei yetu. Alors leo tulipata invité, malheureusement ye haiko vraiment très bien mswahili, anaongea kasa ye en tout cas anazoea njo français, na tuko naye leo na tutaweza kumintroduce sasa kwenu. Mtaturumia vraiment kwa emission ya leo haitakuwa mswahili mais itakuwa mfrançais, so mwendelee kutufata na tutaendelea kubaletea na mswahili na mfrançais et aussi na lingala. Yote ni mapei yetu, yote ni langue ya mpei yetu, so hata kesho tukipata wa lingala tutakuya, n'est-ce pas, juu tuongele mambo ya pei yetu. Alors nous allons une fois entrer dans notre programme Papa Mukuna. J'ai d'abord une petite question. Ça peut paraître un peu privé, mais sinon moi je suis vraiment curieux, je voulais savoir Papa Mukuna. J'avais appris que vous étiez le président de la communauté congolaise ici chez nous à Boizi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'êtes toujours? Oui, c'est vrai. Non seulement je l'ai été, mais je le suis toujours parce que je n'ai pas de remplaçant. Oh, donc vous n'avez pas encore de remplaçant. Ouais. Donc c'est toujours vous qui êtes le président. J'ai été élu en 2012 wow. Pour un mandat de 2 ans. En 2014, il fallait... Non, excusez, je m'excuse, j'étais élu en 2010. 2010. Et en 2012, ouais. Il fallait renouveler le mandat. J'ai été réélu. Ah, ok. Mais suite à certains dysfonctionnements au niveau du comité qui était en place, et de certains malentendus, oui. J'avais estimé que je n'étais pas en mesure de continuer à être président de la communauté. J'ai présenté ma démission. Voilà. Malheureusement, personne n'a voulu prendre casquette. La tête de la communauté. Ah, ok. Alors c'est resté comme ça. C'est comme ça que vous êtes resté président. Je suis président, mais la communauté ne fonctionne plus comme ça devait donc fonctionner. Il n'y a même pas de comité, vous n'avez pas d'adjoints, de secrétaires, tout ça? Si, il y a un comité, mais j'avais du mal à faire fonctionner ce comité. À l'époque, la raison pourquoi moi j'étais un peu tiraillé, chacun pour ses intérêts à gauche, à droite. En tout cas. Je me suis senti tout seul. Je ne pouvais pas tout seul être au four et au moulin. Voilà. Et alors, la raison pourquoi moi j'ai demandé, c'est puisque c'est comme si je ne vois rien vraiment du comité des Congolais ici. C'est comme si ça ne fait rien. Bon, c'était seulement une petite question, sinon... Bon, je suis content si vous voulez en savoir plus, on peut oui, consacrer une autre émission. Ok, ça va. Entrer dans les détails. Voilà. Bon, sinon je suis content que je le sais que vous êtes encore président. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Papa Mukuna. Alors, Papa Mukuna, vraiment, il est encore le président de la communauté congolaise ici à Boise, Idaho, c'est aux États-Unis, bien entendu. Alors, papa, parlons maintenant de la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays. Selon vous, comment va le pays? Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est difficile de répondre à cette question. C'est à la fois difficile et facile. Comment difficile? Difficile parce que... Ou bien on commence par facile. Comment facile? Oui, c'est facile parce que quand on sait comment était le pays il y a quelques temps et comment il se porte aujourd'hui,
on peut noter certains changements. Donc il y a un peu de changements. Certaines améliorations. Oui. Dans ce sens-là, on peut dire que ça va. Mais quand on regarde sans comparer à ce qui était avant, on peut parler comme tout le monde, dire que le pays ne va pas bien. Parce que, en réalité, le pays n'est pas encore sorti de sa situation difficile. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des indications que nous avons prises. Nous sommes en train de prendre la bonne direction. Mais donc, les mauvaises choses ne sont pas encore complètement quittées. Ok. Donc, selon vous, le pays va quand même bien si vous regardez sans comparer. Non, si vous regardez sans comparer, ça va un peu bien. Mais si vous regardez le pays en comparant... ça va mieux. Ça va mieux. Oui. Ah, ok. Mais comment vous pouvez dire ça? Puisque nous avons quand même... Et puis, je dois dire aussi à nos téléspectateurs, mais ça fait quand même un bout de temps que moi, personnellement, que je sois au Congo, au pays, mais quand même, cela ne m'a pas empêché de continuer à suivre de près d'ailleurs ce qui se passe chez nous là-bas. Mais papa, quand nous parlons, quand personnellement je parle aux gens, ils montrent que vraiment, il n'y a rien qui bouge au Congo. Et surtout, beaucoup, ils mettent tout ça sur la tête du président Félix Tshisekedi. Oui, je dirais que la réponse que les gens donnent, les gens, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui utilisent la loi du tout ou rien. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez la loi du tout ou rien. Non, vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette loi-là? C'est le tout ou rien. C'est-à-dire, pour eux, la réponse est binaire. Soit ça va, soit ça ne va pas. Ah, ok. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Voilà. Mais moi, je dirais que l'autre groupe, c'est le groupe des gens qui... nous avons le symbole du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Quand on regarde le verre, il est à un niveau donné. Oui. Maintenant, c'est à vous de décider. Deux personnes qui regardent ce verre, l'un va dire ce verre est à moitié vide, et l'autre va dire ce verre est à moitié plein. Ah, c'est ça. Donc, c'est deux interprétations différentes d'une même réalité. Ok. Alors... selon vous, avec cette même idée-là, qui quand même, tout n'est pas mauvais, il y a des choses qui évoluent, il y a un peu de changements, mais selon vous, est-ce que vous avez quand même quelque chose que vous pouvez nous présenter? Non, regarde, il y a des changements ici, il y a des changements par là, par-ci, par-là. Est-ce que vous avez ça? Parce que moi, personnellement, j'ai des exemples là où ça montre vraiment que ça ne va pas, papa. Bon, les choses où ça va mieux, il y en a beaucoup. Ok, comme? Je commencerai par le plus important. Oui. Le plus important, c'est que l'espace politique et l'espace de liberté d'expression est ouvert. Ah, je ne sais pas si vous êtes vraiment informé, papa. L'espace de quoi? L'espace politique. Politique, ça va, mais expression, je ne crois pas. Liberté d'expression. Mais il y a aujourd'hui, il y a des gens, il paraît, qui sont en train de croupir dans des prisons parce qu'ils auraient dit quelque chose. On va revenir sur ces détails-là, si vous voulez, mais laissez-moi d'abord vous donner quelques exemples. Continuez. Tous les gens qui étaient emprisonnés pour leurs opinions politiques et tout ça, le président de la République actuelle a fait un effort pour les mettre à l'extérieur. Il avait fait effort à mettre à l'extérieur ceux-là qui étaient arrêtés peut-être avant lui. Mais aujourd'hui, on continue à arrêter maintenant. On continue à arrêter les gens qui auraient dit des choses contre lui maintenant, lui-même. Je connais quelques noms, des gens qui sont en prison aujourd'hui, puisqu'ils auraient dit quelque chose contre le président. Je crois que on ne s'entendait pas ça. On fait de la confusion. Les gens confondent liberté d'expression et libertinage. Comment ça? C'est la liberté, nous avons la liberté. Nous voulons la liberté. La liberté, toute liberté est encadrée. La liberté absolue n'existe pas. Il n'y a personne qui peut être libre de dire tout ce qu'il veut. Comme il veut, où il veut, partout où il veut, et n'importe comment. Ça n'existe pas, nulle part. Même ici aux États-Unis, tu ne peux pas tout dire partout comme tu veux. Mais ici aux États-Unis... Si tu sors quelque chose qui n'est pas acceptable, parfois tu peux être lynché avant même que la justice s'occupe de toi. Aux États-Unis?
Oui. Ah, c'est vrai, mais ici aux États-Unis, nous voyons, il y a des gens qui sont en train de conduire des tracts, ils mettent des drapeaux en train d'injurer le président Joe Biden. Ils disent n'importe quoi de Joe Biden. Ils sont nous le voyons dans les rues. Je crois que vous avez vu des gens pareils, non? Avec des drapeaux, bien sûr, et puis aussi des écritures. Ils écrivent. Injurier, en tout cas, je ne sais pas si. Moi, ils injurient le président. Ils disent, par exemple, F. Biden, ouvertement, hein, avec des drapeaux. Hein. F. Biden, ça veut dire quoi? Bon, ce n'est pas un mot à dire à la télévision, mais F. Biden. Donc, je ne sais pas comment je peux dire ça. Moi, pour dire seulement qu'ici aux États-Unis, quand même, il y a des gens qui arrivent même à injurer le président et personne ne les inquiète. Mais au Congo, on inquiète quelqu'un d'avoir seulement donné son opinion. Et puis, moi, comme j'ai dit, ce sont des choses qu'on ne s'attendait pas à la présidence de Félix Tshisekedi. Comme je tente de le dire, les gens confondent liberté et libertinage. Okay. Liberté d'expression, c'est-à-dire que tu es libre, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais dire ce que vous pensez, ce n'est pas injurier, ce n'est pas calomnier, ce n'est pas diffamer. C'est-à-dire que si vous dites de quelqu'un qu'il a volé, et que vous n'avez pas les preuves qu'il a volé, c'est une diffamation. Vous avez utilisé votre liberté d'expression. Mais si quand même, si vous reconnaissez que vous avez utilisé votre liberté d'expression en disant que quelqu'un a volé. Maintenant, quand on vous demande de prouver ce vol, vous n'êtes pas capable de voler. Votre liberté d'expression est allée au-delà des limites acceptables. Voilà. Alors, je suis content, comme nous parlons du vol, nous allons entrer une fois dans un autre sujet, Vital Kamerhe. Oui. Vital Kamerhe, nous savons tous, quand Tshisekedi est venu, donc le président Tshisekedi est venu, l'UDPS en général est venu, ils nous ont parlé de état de droit, vous allez voir, la justice sera ceci, la justice sera cela, et après quelques jours, je crois dans la période de 3 mois, ils ont eu un programme qu'ils ont appelé le programme des 100 jours du président. Quelques mois après, on a entendu que non, il y a Vital Kamerhe qui a volé l'argent du programme du 100 jours du président. Et puis Kamerhe était condamné, il était mis en prison. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites de ça? Et aujourd'hui, nous avons entendu que, d'abord, avant de répondre, quand Vital est mis en prison, nous tous, moi aussi, inclus, nous avons dit vraiment, UDPS nous a amené l'état de droit, c'est ça l'état de droit, puisqu'on n'a jamais vu un DIRCAP du président être inquiet et mis en prison. Voilà ce que nous voyons. Et je vais vous dire quelque chose, papa. Moi, surtout en tant que quelqu'un du Kivu, puisque quand j'ai vu ça, je me disais non, ça c'est très bien, c'est la justice. Mais il y a des gens du Kivu qui me disaient non, tu ne peux pas dire ça. Bon, donc les gens voulaient faire ça comme quelque chose de tribalisme de Kassaïen contre les Kivusiens, à mettre Kamerhe en prison, c'est-à-dire c'est comme si c'est tous les Swahili qui sont mis en prison, donc il faut les défendre. Mais moi personnellement je ne pouvais pas défendre puisque les juges avaient conclu que non, Kamerhe a volé si c'est 48 millions de dollars comme ça. Maintenant, c'était bien, je me disais ça c'est la loi, vraiment c'est ça l'état des droits. Mais aussi une année et quelques mois après, pas même 2 ans, celui qui a été condamné pour 13 ans, il est libéré. Comment ça? Est-ce que c'est ça l'état de droit? Oui, je commencerai par le plus... Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus facile, le plus simple, c'est la dernière partie de la question. La libération de Vital Kamerhe. Voilà. Dans l'état de droit, il faut connaître la procédure judiciaire. Parce que les gens parlent de libération provisoire, de liberté conditionnelle. Les gens mélangent un peu tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre, il faut comprendre les choses dès le début. Quand le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, interpelle quelqu'un pour un motif quelconque, dans le principe de la constitution congolaise et du droit congolais, la liberté, c'est la normalité et la détention, une exception. C'est ça. C'est-à-dire que même si on vous soupçonne de vol, de ne sais pas quoi, en principe,
la situation normale, c'est que vous êtes toujours libre. Le procureur vous interpelle, vous appelle, vous venez, il vous interroge. Et ce n'est que le jour où vous êtes condamné définitivement que vous pouvez entrer en prison. Voilà. Mais le même droit, le même code de droit pénal congolais donne au procureur la liberté de mettre quelqu'un provisoirement à l'arrêt, oui, avec des raisons bien données. Oui. Et le procureur, ce droit-là, il l'utilise à travers ce qu'on appelle communément MAP. OK. Mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt provisoire. Provisoire, oui. Ce mandat d'arrêt provisoire n'a qu'une validité de 5 jours. Voilà. Le procureur, donc, a le droit de mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire pour 5 jours pour seulement. 5 jours seulement. Oui. Et quand il le fait, il doit déférer la personne devant le juge de paix, Oui. qui doit trancher sur le fait que le prévenu, l'inculpé ou le prévenu, Oui, le prévenu, oui. doit être gardé en arrêt ou bien doit recouvrer sa liberté. Voilà. Cette transmission ne peut pas se faire au-delà de 15 jours. Dans les 15 jours, le juge de paix doit statuer. Oui. Et c'est le juge de paix qui a le droit soit de confirmer ce que le procureur avait dit, et de garder la personne en détention, ce qu'on appelle détention provisoire. Oui. Mais il faut savoir que tout ça ne s'est pas passé avec Vital Kamerhe, n'est-ce pas? Si, ça s'est passé. Comment ça? Kamerhe, il a fait... Mais laissez-moi d'abord expliquer la procédure. Oui. Quand le juge de paix détermine, il confirme la détention, à ce moment-là, on parle de détention provisoire, on ne parle plus de mandat d'arrêt provisoire. OK. Donc, ou bien, déjà détenu. il donne la liberté provisoire à la personne. OK. Ce jugement n'est valable que pour 15 jours, 15 je jours que crois. vous avez dit, oui. 15 jours, le prévenu peut se présenter de nouveau devant le même juge, Oui. et qui va donner une deuxième ordonnance pour confirmer la détention OK. ou libérer la personne. Après les 15 jours, le mandat peut être renouvelé encore pour 1 mois, Oui. et uniquement 3 fois. OK. OK. Donc maximum Donc, 3 mois. 3 mois. Pendant ce délai, si l'affaire est présentée devant le juge qui va juger la personne, Oui. c'est en ce moment le procureur, le parquet auprès de ce juge-là, qui a l'autorisation, le droit Oui. de trancher. de trancher pour garder la personne en détention provisoire ou le libérer. Oui. Et si la personne n'est pas contente de la décision, Il va aller il en peut appel. aller en appel. Oui. Et, Le dernier appel, c'est à la Cour de la cassation. OK. La Cour de cassation. Avant la Cour de cassation, maintenant, Kamerhe était parti en appel. Là la aussi, Cour d'appel. le premier juge, là, c'est là qu'il était condamné de 20 ans. Il est parti en appel. En ce qui appel. concerne Kamerhe, à ce que je sache, après son mandat d'arrêt provisoire, Kamerhe est allé au tribunal de paix à 2 ou 3 reprises. Oui. Et la détention provisoire a été confirmée. Il a fait appel de son jugement en première instance et il s'est retrouvé en cour d'appel. Oui. Là où on il a encore demandé la liberté provisoire. On a refusé, on l'a condamné pour 13 ans. On l'a refusé. C'est là qu'on l'a condamné pour 13 ans. Jusque-là, c'était normal. Selon la procédure. Ça va donc jusque-là, Kamerhe avait... Du point de vue procédure, c'était normal. Et quand on l'a condamné en appel, il semblerait qu'il a fait appel à la Cour de cassation. OK. Je ne peux pas le confirmer, mais j'ai ouï dire qu'il a fait appel par rapport à sa condamnation. OK. Et même s'il n'a pas fait appel par rapport à sa condamnation, il aurait fait appel à la Cour de cassation pour la décision de le détenir en détention, OK. de le garder en détention. Et la Cour de cassation est compétente à son niveau ici, à la fois pour
revoir son appel par rapport au jugement qu'il a eu. Et le parquet de la cour, près de la cour de cassation est aussi compétent pour déterminer s'il reste ou pas en liberté provisoire. Donc si le parquet a décidé de le libérer, c'est dans ses compétences. Donc c'est dans ses compétences, c'est pourquoi Kamer, il est... Mais ça ne veut pas dire qu'il est innocenté, n'est-ce pas? Il n'est pas innocenté, à ce que je sache, il n'est pas innocenté. Il n'est pas encore innocenté. Mais j'aime une phrase, il y a quelqu'un là qui dit, que j'ai entendu dire quelque part qu'au Congo, ça se passe comme ça. Nous avons eu un Premier ministre qui était aussi au même niveau où Kamer est aujourd'hui, et puis il est devenu Premier ministre. Est-ce qu'on ne va pas voir, on ne va pas voir le même scénario avec Kamer, et demain nous allons entendre Kamer, il est peut-être Premier ministre, ou bien il est ceci, ou bien il est cela, puisque il y a des gens qui disent que non, la raison vraiment pour laquelle Kamer est libéré, soit que ce soit en condition où, bon, je ne suis pas avocat, les termes parfois ça m'échappe. Les gens disent que la vraie raison, c'est parce que le président Tshisekedi s'est vu seul, surtout au Kivu. Maintenant, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à conquérir, surtout que nous approchons vers les élections en 2023. Est-ce que ne croyez-vous pas que c'est ça vraiment la raison? Moi, je le vois. Parce que Tshisekedi, le président, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à conquérir surtout les grands Kivu. Ça, ce sont les interprétations politiques des uns et des autres qui n'ont rien à voir avec la procédure judiciaire. Mais ce qui n'est pas vraiment... je ne peux pas entrer là-dedans. Je ne sais pas si le président ce qui n'est pas étrange au Congo, n'est-ce pas? Ou pas. Mais selon ce que je sais de la procédure devant les tribunaux, ce qui s'est passé est tout à fait dans la règle au niveau de la procédure. Ok, pour dire que d'ici quelques jours, nous allons encore entendre « Oh non, Kamer, il est encore appelé... devant un juge, donc ça va continuer comme ça? D'après les informations que j'ai, l'affaire sera jugée au niveau de la cassation. Ok. Et ce qu'on lui a accordé, c'est là que la confusion que les gens font, ce n'est pas une liberté conditionnelle qu'on donne à quelqu'un qui est condamné, mais c'est une liberté provisoire qu'on donne à quelqu'un qui est encore en attente d'un jugement. Ok, donc c'est la liberté provisoire que Kamer a bénéficié. Oui, parce que je voudrais préciser que Kamer ayant fait appel de sa première condamnation au tribunal de première instance, ayant fait appel pour sa condamnation à la cour d'appel, le jugement, l'exécution du jugement est suspendue. Ok. Donc, jusqu'à présent, Kamer n'est pas considéré comme ayant été condamné définitivement. Ok, ok. Il est considéré toujours comme quelqu'un qui attend son procès. Alors, les gens confondent la liberté provisoire qu'on accorde à quelqu'un qui attend son procès avec la liberté conditionnelle qu'on donne à quelqu'un qui a été condamné définitivement. Donc, pour vous, ce que les gens disent qu'il est libéré pour venir aider au président, vous, qu'est-ce que vous dites? C'était ça la question. Je n'ai aucun élément pour appuyer cela. Ok. Aucun élément. Les éléments que j'ai sont judiciaires. C'est que sur le plan donc nous allons laisser le temps au temps de voir ce qui va se passer. Il est libéré sous condition. Apparemment, il a payé une caution de 500 000 $. Oui, c'est ce que j'ai appris aussi. Et il y a des conditions qui sont liées à cette libération provisoire. C'est-à-dire qu'on lui a confisqué son passeport, il ne peut pas voyager. Et il y a d'autres éléments que nous n'avons pas ici, que nous ne pouvons pas détailler parce qu'on n'a pas la décision. Mais sinon, ça c'était la partie la plus simple que vous nous expliquez. Sinon, on parlait vraiment de l'état de droit. Ce n'est pas seulement Kamer. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour prouver que vraiment l'état de droit en question est aussi n'est pas vraiment état de droit comme nous le croyons, comme nous l'espérions que ce soit. On avait parlé récemment c'était Willy Bakonga, je crois, le ministre, qui a été arrêté, mais aussi libéré. Il y a des gens qui ont été arrêtés, beaucoup de gens qui ont été arrêtés et libérés, mais tous ces gens-là étaient toujours près du président, près des Kamer, donc dans les dossiers 100 jours. Tous ces gens-là qui ont été libérés aussi. Ils étaient d'abord arrêtés pour l'argent qu'ils auraient volé du gouvernement.
je crois, on parle d'un monsieur Makabouza. Et, bon, vraiment, ils sont nombreux, malheureusement, que je n'ai pas leur nom. Et je ne veux pas d'ailleurs donner leur nom, mais sinon, je vais donner les noms, un exemple seulement. Un certain monsieur Makabouza, qui était aussi arrêté, mais on l'avait aussi libéré. C'est pourquoi les gens disent que non, comme on avait déjà on avait déjà libéré les Makabouza et autres, donc c'était vraiment évident qu'on libère aussi Kamere, puisqu'il n'était là pour rien. C'est comme si d'ici quelques jours, nous allons voir aussi Jamal être libéré aussi. Maintenant, s'ils sont tous libérés, donc l'affaire 100 jours, c'est parti. Bon, je crois que là, les gens sont en train de faire l'amalgame. Comment? Ouais. Sur le plan strictement judiciaire, l'état des droits, c'est quoi? C'est la bonne distribution de la justice. La bonne distribution de la justice ne dit pas que tous ceux qui sont soupçonnés sont condamnés. Non. Ni que tous ceux qui sont coupables sont libérés. Oui. La bonne distribution de la justice, nous donnons tous la confiance aux juges pour condamner ceux qui trouvent coupables et libérer ceux qu'ils trouvent innocents. Oui. Alors, si les tribunaux libèrent l'un ou l'autre, ce n'est pas au commun des Congolais de juger si cela a été bien fait ou pas. L'état de droit, c'est ça. Oui. Donc on ne peut pas attendre une réponse univoque pour tout le monde. Ou bien c'est tout le monde qui entre en prison, ou bien c'est tout le monde qui est libéré. Voilà. L'état de droit, c'est chacun selon ses responsabilités. Okay. Ceux qui sont innocents vont être libérés, ceux qui ne sont pas innocents vont être condamnés. Ok, merci beaucoup Papa Moukouna. Nous allons faire un petit rappel que vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube Red Pro Media, et ça, le magazine, c'est Info Roundup. J'ai oublié de vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire vraiment, Info Roundup. Info Roundup, c'est seulement un petit rappel comme le nom le suggère. Donc c'est un petit rappel, c'est un rappel des actualités, de l'actualité, des informations qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors nous allons passer à un autre sujet que nous avons préparé pour vous. C'était le sujet de la présence des troupes ougandaises chez nous au Congo. Je ne sais pas pourquoi c'était passé comme ça s'est passé. Quand on a commencé à entendre que les Ougandais vont venir chez nous, il y a le ministre Patrick Muyaya, qui est le ministre de l'information, qui d'abord avait refusé. Que non, il n'y a pas de troupes ougandaises chez nous, il n'y a pas. Mais 2 jours après, on a vu qu'ils ont commencé à venir. 2 jours après, on a dit, et maintenant ils ont accepté que non, oui, ils sont là. Ils ont commencé à donner des raisons pourquoi ils sont là. Et puis quelques jours après, on a entendu, oh non, les troupes ougandaises ont commencé à pilonner, à attaquer les ADF. Non. Alors, ma question d'abord, la première question, pourquoi croyez-vous que... Et d'abord, est-ce que vous savez que les troupes ougandaises sont chez nous, non? Oui. Non. Maintenant, la question serait, pourquoi croyez-vous que Patrick Muyaya, le ministre de l'Information, a d'abord refusé à la première fois que non, il n'y a pas de troupes ougandaises chez nous? Pourquoi il avait d'abord refusé? Bon, j'ai revu Patrick Muyaya lui-même. Ok. Il a affirmé, le jour il avait... Il l'a affirmé avant. Le jour il avait affirmé que les troupes ougandaises n'étaient pas au Congo, effectivement, les troupes ougandaises n'étaient pas entrées au Congo. Oh, ok. So, le jour il avait dit qu'il n'y a pas de troupes, il n'était n'était pas encore là. Mais il n'avait pas dit non plus que non, ils ne vont pas venir. C'est ça le problème. Il n'avait pas dit ça. Mais il fallait dire quand même, ok, ils ne sont pas encore là, mais ils vont venir. Mais lui n'avait pas dit ça. Il avait carrément refusé qu'il n'y a pas de trucs. Il voulait nous montrer. Il avait dit qu'elle n'était pas au Congo, et c'était vrai. Et quand ils sont entrés au Congo, il a dit que les troupes ougandaises sont au Congo. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas dit? Je ne peux pas entrer dans sa tête pour savoir pourquoi, mais je peux supposer que soit il n'était pas au courant de la planification des opérations. Oui. Soit qu'il était au courant, mais pour des raisons de sécurité, il n'était pas obligé de dire à la vérité à la population, à l'opinion générale. C'est ça la population. C'est que les opérations qui allaient venir. Ok. Maintenant, comme nous savons maintenant qu'ils sont déjà là, parlons maintenant procédure. Oui. Ok. Je me souviens, je crois que c'était en 2009.
que Kabila avait fait la même chose. Il était parti, il était parti prendre les troupes rwandaises chez nous, du Rwanda venir chez nous. Et puis, je crois que c'est ce qui avait même coûté le travail de Vital Kamerhe, qui était le chef du Parlement à cette époque. Et d'ailleurs, il était aussi au PPRD, je ne sais pas qu'il était quoi, PPRD, mais il était chassé du PPRD. Il avait aussi démissionné, puisqu'il voulait que le président suive la procédure, c'est-à-dire venir d'abord au Parlement, dire des raisons pourquoi il veut amener des troupes étrangères chez nous. Puis, si le Parlement devrait voter, si le Parlement vote oui, maintenant c'est là que le président devrait amener des troupes étrangères chez nous. Mais Kabila n'avait pas fait ça. Et moi, j'avais entendu auprès des gens de l'UDPS, je crois à ce temps-là, c'était le papa Tshisekedi lui-même, Etienne Tshisekedi lui-même, qui avait traité Kabila de tout, vraiment, puisqu'il avait amené des troupes rwandaises chez nous. Maintenant, Félix Tshisekedi, l'enfant de ce même papa-là, Etienne Tshisekedi, fait la même chose. Je ne sais pas si vous allez nous dire le contraire, mais sinon, moi, je sais que Félix n'est jamais allé donc au Parlement, n'a jamais demandé la permission, mais on a seulement vu les troupes rwandaises venir chez nous. Comment ça? Parlez-nous d'abord de la procédure. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Bon, à ce que je sache, je n'ai vu nulle part, ni dans la Constitution, ni dans les autres textes de loi que j'ai pu lire, nulle part il est dit que pour que les troupes entrent, il faut que... Pour que les troupes étrangères, nous parlons des troupes étrangères, papa. Non, la seule autorisation du Parlement est requise quand le président veut déclarer la guerre à un pays étranger. Ok. Donc, or, dans ce cas-ci, nous n'avons pas déclaré la guerre à l'Ouganda. Ok. Si le Congo allait attaquer ou bien avait déclaré la guerre contre un autre pays, c'est là que le président doit avoir l'autorisation du Parlement. Ok. Mais comme ce n'est pas la guerre déclarée à ce pays-là, mais c'est seulement inviter leurs troupes dans notre pays, là, il n'y a pas obligation de requérir l'autorisation du Parlement. Cependant, le Parlement a été informé d'après ce que je sais. Bon, peut-être c'est une nouvelle, mais sinon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de nouvelles que le Parlement était informé. Le Parlement a été informé. L'information que j'ai eue sur RFI spécifiait que le rapporteur du Parlement avait confirmé que... Mais moi, j'ai entendu, s'il y a eu vraiment confirmation, j'ai appris que le Parlement a su après que les troupes ougandaises soient chez nous. Ce n'était pas avant, c'était après. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, les troupes ougandaises. Moi, j'ai eu l'information sur RFI. Quand les gens ont commencé à parler de ça, c'est là qu'il paraît que quelqu'un est parti. Donc, moi, j'ai eu l'information sur RFI qui a annoncé que le président avait accordé l'autorisation aux troupes ougandaises d'intervenir sur le sol congolais. C'était un jour avant que les opérations commencent. Ok, un jour avant. C'était un jour avant. Et c'est ce jour-là qu'on avait dit que le rapporteur de l'Assemblée nationale a dit que l'Assemblée était au courant. Ok. Et ils allaient en discuter. Comme on parle toujours des procédures, voilà, vous avez expliqué ce que vous avez expliqué là. Maintenant, parlons maintenant de ce que les Anglais disent time frame. C'est à combien de temps que les Ougandais vont rester chez nous? Puisqu'on n'a pas parlé de ça non plus. C'est à combien de temps? Ce sont des opérations militaires. Il faut reconnaître que pour ce qui est des opérations militaires, même si ce n'était que l'armée congolaise, ils ne sont pas obligés de nous dire tous dans les détails. Non, au jour le jour. D'ailleurs, parlant de l'armée congolaise, nous allons rentrer à l'état de siège. Ouais. Nous savons très bien que l'état de siège devrait durer 15 jours. Mais renouvelable. On avait commencé à renouveler, ça fait déjà 6 mois aujourd'hui. Donc quand même, nous savions que ça allait durer 15 jours. Bien qu'on commence maintenant à renouveler à chaque fois, à proroger, chaque fois on continue à proroger. Donc quand même, nous savions que c'est 15 jours. Mais les troupes ougandaises, nous ne savons pas à combien de jours qu'ils vont rester. Donc nos troupes à nous, les FARDC, nous savions que quand il y a l'état de droit, qu'on avait décrété l'état de droit, nous savions que ça allait être seulement 15 jours. Mais bien sûr, on a commencé à proroger puisqu'il paraît il y avait encore besoin de cet état de droit-là, cet état de siège-là.
Mais pour les Ougandais, les étrangers, moi je crois vraiment nous devrions quand même savoir c'est combien de temps qu'ils doivent faire. Et si nous ne savons pas encore, mais sinon ça va m'amener à vous poser la question. Donc, en tant que Congolais, êtes-vous vraiment à l'aise que des troupes ougandaises, des troupes étrangères sont chez nous et on ne sait pas quand est-ce qu'il faut rentrer chez eux? Est-ce que vous êtes à l'aise en tant que vraiment Congolais? Ça, c'est vous maintenant. Bon, la question peut sembler compliquée, mais elle est facile. Comment ça? Si c'était des troupes ougandaises étaient chez nous comme des agresseurs venus nous agresser, je me poserais la même question que vous. Ok. Je serais préoccupé. Mais les troupes sont venues sur invitation de notre gouvernement. Voilà. Ils travaillent en collaboration avec notre armée. Mais parlant d'agression maintenant, mais nous savons que les troupes ougandaises sont des agresseurs, non? Contre notre population. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Comment ça? Ils ont été des agresseurs à l'époque. Ils le sont toujours. Ils ne le sont pas. Ce sont des pays voisins. Les choses changent dans le temps. Ok. Ils étaient agresseurs à un moment donné. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus en agresseurs. Mais ils sont venus chez nous les amener en Vous savez, le problème que vous soulevez là, je comprends le sentiment des gens devant ce genre de situation. Je me rappelle quand le président François Mitterrand a fait venir les troupes allemandes pour défiler le 14 juillet pour la première fois. J'ai vu aussi la réaction d'un ancien président, le président Giscard d'Estaing, qui n'était pas d'accord avec cette invitation, qui, lui, faisait vibrer sa fibre émotionnelle. Il se rappelait les coups de botte des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il n'était pas content de voir les Allemands venir défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Voilà. Mais il paraît en France, quand même, les Français et les Allemands, ils ont quand même eu des traités. Ils ont fait des traités. Donc, ils se sont... Bon, comment je peux dire ça? Donc, les Français... Donc, c'est comme si aujourd'hui, les Français et les Allemands n'avaient plus de problèmes. Si Giscard était contre... Donc, je crois, je peux accepter que c'était seulement une émotion, mais quand même, les Français et les Allemands n'avaient plus de problèmes. Ils ont signé des traités. Tout ce qui s'était passé, ils s'étaient parlé. Non, même aujourd'hui. Mais les Congolais et les Ougandais, on ne sommes jamais assis pour parler. Là, on est sur le plan émotionnel. Même aujourd'hui, il y a toujours des Français qui ne supportent pas les Allemands. On peut dire que c'est normal. C'est émotionnel. Oui, on peut dire que c'est émotionnel. On peut aussi dire que c'est normal, puisque leur gouvernement, quand même, tous les deux gouvernements, ils ont déjà fait des traités, n'est-ce pas? Ils s'entendent maintenant. Mais malheureusement pour nous, les Ougandais et les Congolais, on n'a jamais fait de traités. Donc, les Ougandais ont fait ce qu'ils ont fait. Heureusement que vous avez accepté. Même s'ils étaient, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais ils ne sont jamais même excusés, même demandé pardon. Je suis sûr que les Allemands avaient demandé pardon quand même au peuple français. Non, mais les Ougandais, et inclus aussi les Rwandais, n'ont jamais demandé pardon au peuple congolais. Pour ce qui s'était passé. L'Ouganda était condamné pour de payer 10 milliards, il paraît. Mais vous savez ce qui s'était passé. Il paraît récemment, Ouganda voulait même payer ça. Mais le président a refusé. Les gens racontent n'importe quoi. Vous pouvez nous expliquer Les gens racontent n'importe quoi. L'Ouganda a été condamné. Oui. Et elle a accepté de payer les dommages et intérêts. Le problème qui s'est posé, c'était le montant qui était réclamé. Oui. Soit il acceptait de payer ce montant-là, soit il négociait avec la RDC directement pour trouver un arrangement à l'amiable. Alors, au moment où les négociations pour l'arrangement à l'amiable ne semblaient pas progresser, et à la veille de la décision du tribunal de trancher, le gouvernement ougandais a demandé au gouvernement congolais qu'il fasse surseoir la décision du tribunal et le gouvernement a accepté. Pour que l'on puisse continuer les négociations bilatérales. C'est ce qui s'est passé. Le gouvernement congolais n'a pas annulé la décision. Donc, le gouvernement congolais a voulu accéder à la demande de l'Ouganda
de continuer des négociations bilatérales. Est-ce que, pour fixer, ça se passe, ça continue toujours? Pour fixer, je n'ai pas d'informations pour le moment. Okay. Mais c'est ce qui s'est passé en ce moment-là. Ok. Maintenant, donc, on n'a pas annulé la condamnation de l'Ouganda. Il était seulement question de fixer le montant. Oui. L'Ouganda a préféré... Mais il paraît que le montant était déjà fixé à 10 milliards de dollars. Le montant devait être fixé. Ok. 10 milliards, c'était une proposition. Ok. Ça devait être fixé par le tribunal. Mais avant que le tribunal prononce le jugement, l'Ouganda a préféré négocier, peut-être pour revoir le montant à la baisse avec le Congo. Et le gouvernement congolais a dit, donc le gouvernement congolais a accepté des négociations. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas la suite. Mais c'est de là qu'on en était. Comme d'habitude, il y a donc on n'a pas annulé. On n'a pas annulé. L'Ouganda va toujours payer. Mais quand on aura conclu l'accord, l'Ouganda va payer. Ok. Now, est-ce que vous pouvez maintenant, comment vous pouvez répondre aux gens qui disent que c'est une humiliation, que nous avons nos propres militaires, nos propres troupes, les FARDC, puis envoyer les troupes ougandaises qui nous avaient humiliés? Bien, vous mettez ça au passé, ça va. Je vais prendre à votre parole qu'ils avaient fait ça, mais quand même. Après avoir fait ça, on les appelle encore dans notre pays pour venir nous aider à traquer ces ADF. Mais les autres, d'aucuns disent que c'est une humiliation. Non, pourquoi ne pas donner de l'argent ou des moyens à nos propres forces pour aller combattre ces ADF-là? Je vais vous répondre en vous donnant un exemple historique aussi. Quand les États-Unis ont décrété leur indépendance, il y a eu une guerre féroce entre les colons américains contre leurs colonisateurs britanniques. Ok. Est-ce que c'est ce qu'on appelle Civil War? Non. Non, la guerre d'indépendance. Ok. Mais le même Royaume-Uni, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, est venu demander de l'aide au gouvernement américain, avec qui il s'était battu férocement. Ok. Donc, là où vous voulez dire que c'est normal, c'est qu'il se passe, il n'y a pas d'humiliation. Il n'y a pas d'humiliation à demander de l'aide quand vous êtes en position de faiblesse. Ok. Si nous avons demandé de l'aide, nous n'avons même pas demandé de l'aide. Les Ougandais ont proposé leur aide et nous avons accepté. Nous avons accepté. C'est ça même demander, non? Mais bon, directement, puisque nous avons accepté. Accepter et demander, c'est deux niveaux différents. La question c'était pourquoi ne pas équiper notre armée est simple. Les ADF sont des ennemis à la fois du gouvernement ougandais. Mais les gens se demandent s'ils sont des ennemis du gouvernement ougandais, comment ils ne partent pas pour aller faire des guerres contre le gouvernement ougandais. S'ils sont des rebelles. Vous n'avez pas suivi dernièrement, il y a eu un attentat à Kampala. D'ailleurs, il paraît que c'est ça la raison même. Et d'aucuns disent, et si c'était un petit jeu que Museveni a fait pour trouver non, c'est pas un petit jeu. L'ADF a toujours été un problème pour les Ougandais. Les Ougandais ont combattu l'ADF et à un moment donné, ils les ont chassés de l'Ouganda. Ok, ils sont venus au Congo. Joseph Kony, qui est leur chef, il s'est sauvé. On disait à un moment donné qu'il était au Congo. Joseph Kony n'est pas de l'ADF. Hein. Joseph Kony, c'est je crois, LRA, Lord Resistance Army. LRA. Ça, c'est une autre histoire. Oui, j'ai fait une petite confusion là. Oui. Mais l'ADF a été bouté hors du territoire ougandais. Et puis, il ne faisait plus de menaces contre le gouvernement rwandais. Ils se sont réfugiés en partie au Congo, en partie au Soudan, au Soudan du Sud. Et peut-être, je ne sais pas dans quel autre pays africain. Vous ne croyez pas que c'était seulement un petit prétexte? C'est ce que nous avons entendu là, que non, il y a des militaires qui sont faits. Non, ce n'est pas un prétexte. Ce n'était pas un prétexte pour l'Ouganda de venir chez nous. Pour l'Ouganda, c'est une raison valable. La même raison que les Rwandais avaient pour venir au Congo. Il y avait les FDLR au Congo. On peut juger comme on veut, dire que c'est un prétexte ou pas, mais la réalité c'est que quand vous avez leurs ennemis chez vous, est-ce que c'est un prétexte quand ils viennent les chercher? Mais quand même vous avez foi en nos militaires, non? La RDC, les FARDC. Quand même vous avez foi. Si on les donnait des moyens, ils peuvent faire ce que les Ougandais font, non?
traquer ces ADF-là? Notre armée a été forte à l'époque de la Deuxième République. Puisque nous avons l'histoire, il paraît qu'elle est la 10e armée la plus forte du oui, c'est continent. Sur le papier. Sur le papier. Sur le papier, le classement se fait en fonction du nombre de militaires et des armements que vous avez. Et selon ces données-là, nous sommes en 10e Donc, position. pour le moment, notre armée n'est pas à mesure de faire ces opérations que l'armée ougandaise est en train de faire aujourd'hui. C'est ça? Même l'armée ougandaise qui est en train de vouloir faire ces opérations, j'ai suivi dernièrement, je crois qu'elle n'est pas tout autant outillée. Peut-être elle est mieux outillée que la nôtre, mais elle a aussi des difficultés. Elle n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, on n'espère rien encore. C'est pourquoi on n'a même pas donné le temps. On ne sait même pas combien de temps qu'ils vont... Je ne dis pas qu'on n'espère pas, mais peut-être qu'on est un peu trop optimiste par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Parce que les terroristes, le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Même les armées les plus puissantes se butent à des difficultés. Vous avez les Français qui sont de loin plus outillés que les Ougandais. Mais ils ont eu des problèmes avec l'opération Barkhane au Mali. Donc c'est normal ce qui se passe là. On ne peut pas croire que l'armée ougandaise va faire des miracles, mais les résultats positifs, il y en a déjà. Il y en a déjà. Donc qu'est-ce qu'il y a en tout cas, je n'ai pas su. Je sais qu'ils ont commencé à frapper, faire des frappes, eux-mêmes appellent ça des frappes, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déjà tué, ils ont déjà capturé? Il y a des réfugiés congolais qui étaient en Ouganda, qui commencent à rentrer dans leur village, parce qu'ils ont eu des nouvelles que les ADF ne viennent plus dans leur village. Ils ne sont plus des menaces. Ok. Comme nous parlons toujours des Ougandais, parlons maintenant de ces fameuses routes que l'Ouganda avait construites chez nous. Comment ça? Tout ça vraiment. Comment l'Ouganda peut venir construire des routes chez nous? Qu'est-ce que nous manquons au Congo pour faire ça? Qu'est-ce que nous n'avons pas vraiment pour que l'Ouganda vienne? D'abord, c'était les militaires. Maintenant, ce sont des routes qu'il va construire. Par rapport au contrat qui a été signé sur cette construction des routes, je n'ai pas d'informations précises pour vous dire exactement pourquoi. Mais ce que je peux dire de façon générale, c'est que l'Ouganda est toujours préoccupé depuis longtemps. Museveni l'avait même dit à l'investiture de Laurent Désiré Kabila que le Congo, la RDC, c'était un grand trou en Afrique. Quand on vient de l'Est, on est sur de bonnes routes. Quand on arrive au Congo, on s'arrête. Quand on vient du Sud, on est sur de bonnes routes. Dès qu'on arrive à la frontière avec le Congo, ça s'arrête. Quand on vient du Nord, on a de bonnes routes. On arrive au Congo, c'est pour cela il a vu que il a trouvé que c'était bon qu'il vienne nous aider à faire des routes. Et il ne vient pas nous aider à faire des routes. Il ne vient pas nous aider à faire des routes à l'intérieur du Congo. Ce sont des routes qui relient l'Ouganda au Congo pour faciliter les communications, les échanges à la frontière. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Est-ce que nous sommes incapables de le faire? C'est une bonne question. Est-ce que nous sommes incapables? Avec le régime qu'on a eu avant, on a été incapable. Si on était capable, on l'aurait déjà fait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est capable de le faire. Avec les Ougandais, pas avec nous-mêmes. Mais donc c'est comme si c'est la même chose. Donc nous ne sommes pas toujours capables. Donc il faut que les Ougandais viennent. Il faut toujours que les étrangers viennent nous aider. Donc nous sommes, même avec le régime actuel, nous sommes toujours incapables. Les Ougandais ne viennent pas faire toutes les routes du Congo. Oui, ils vont faire plus de 200 km. Ils ont proposé sur un tronçon. Ce tronçon-là, il y a un tronçon là qui montre vraiment qu'il y a un avantage pour eux-mêmes. Ce tronçon-là fait partie de la route qu'on appelle transafricaine. C'est une route qui vient du Kenya, Mombasa, qui traverse le Kenya, traverse l'Ouganda,
et une partie qui doit traverser le Congo. Cette partie-là est toujours restée impraticable pendant longtemps. Okay. La même route, quand vous arrivez à l'ouest, elle vient de quelque part là, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Elle arrive vers la Centrafrique et s'arrête. Oui. C'est cette partie-là, à ma connaissance, que l'Ouganda veut aider le Congo à construire. Pour vous, vous ne voyez pas que c'est seulement un moyen que Félix est en train, selon les gens, de vendre notre pays. Puisque ce n'est pas seulement l'Ouganda. Ok, l'Ouganda veut construire des routes. Il y a le Rwanda qui est en train d'extraire, je crois, de l'or. Il y a aussi le Burundi qui va nous construire des chemins de fer. Tout ça, donc pour vous, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas que Félix est en train de vendre notre pays. Tout ça, c'est normal. Quel est le contrat de vente? Le contrat de vente? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sinon, c'est que les gens disent, non? Et puis, c'est comme ça se voit. Les gens disent, quand les gens disent qu'on vend le pays, ils disent, c'est un terme qui fourre tout. Ils disent n'importe quoi. C'est ce que nous disions. Presque rien. Au temps de Kabila, non? Kabila vend notre pays. Moi, je n'ai jamais dit que Kabila vendait le pays. Disons, mais quand même, les gens disent ça de Tshisekedi. Puisque malgré que les gens disaient ça de Kabila, il paraît qu'il n'y avait pas vraiment des actions. Mais aujourd'hui, on dit ça, il y a aussi des actions. Je ne vois pas en quoi on peut vendre le pays si on a aussi des accords pour construire une route. Encore faut-il voir quelles sont les clauses du contrat. Oui, ça c'est aussi un problème. Le président est en train de signer le contrat que nous ne savons pas. La population qui va leur appartenir. Mais l'opinion. Est-ce qu'ils ont dit que la route va leur appartenir? Non, là, évidemment, la route est au Congo, mais eux, ils vont profiter, d'ailleurs, ils vont profiter de 80%. Ils vont profiter de 20% pour l'utilisation de la route, mais regardez, c'est les sociétés ougandaises qui sont en train de construire ça, et qui vont profiter 60%. Donc, si vous prenez 60% pour les sociétés et 20% pour le gouvernement ougandais, donc l'Ouganda en général, il va profiter de 80%. Mais nous, les Congolais, seulement 20%. Bien que les routes sont construites chez nous, bien que les routes vont rester chez nous. Mais quand même, pour la rentabilité, c'est seulement 20%. Je suis un peu mal à l'aise pour en parler parce que je ne connais pas très bien les contrats sur ces routes-là. Est-ce que l'Ouganda finance ou bien l'Ouganda utilise ses entreprises pour... Non, il finance. Donc, l'Ouganda finance. Donc, il fait tout. Il utilise d'abord, il finance d'abord, et le financement va aux sociétés ougandaises. C'est un don, c'est un prêt. Là, je ne suis pas au courant, je ne peux rien dire. Ok. Je peux rien dire. Moi non plus, je ne sais pas si c'est un don ou un prêt, mais là aussi, en tout cas, je dirais que... Parce que si c'est un prêt, on ne vend pas le pays en prenant un prêt. On va rembourser, on est censé rembourser. Si c'est un don, bon, non, mais sinon, je n'ai pas... Les gens peuvent se poser la question. On n'a pas parlé des dons. Si on avait parlé, et c'est ça un autre problème, papa. Pourquoi... Donc, quand on a fait tous ces contrats-là, pourquoi l'opinion congolaise n'en sait rien? Pourquoi nous ne savons rien de ces contrats? Pourquoi nous ne savons pas ce qu'ils ça fait partie de ce que je pense être un peu la faiblesse du régime. Il ne communique pas assez fort. Il y a des choses qu'ils font bien, mais ils ne communiquent pas. Je ne sais pas pour quelles raisons. Soit ils pensent que les gens sont d'eux-mêmes bien informés, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou bien ils donnent une certaine forme de communication, ils pensent que c'est suffisant, mais ça ne suffit pas. Alors, notre réalisateur Elvis, il est en train de nous signaler que nous restons avec 4 minutes seulement. Je vais aussi rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes en train de suivre notre magazine Info Roundup sur notre chaîne YouTube Red Pro Media. Et d'ailleurs, nous allons profiter de vous encourager de continuer à nous suivre, de continuer aussi, et surtout à aimer, partager et aussi de s'abonner. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne Red Pro Media. Alors, on nous a signalé que nous sommes restés avec 4 minutes. Je vais poser une petite question à notre... Et puis,
Si vous vous entendez, je suis en train de l'appeler papa, puisque normalement je devrais dire monsieur Mukuna, mais il est le père de mes amis. Hein, il est le père de mes amis, c'est pourquoi je l'appelle papa. Alors papa, la dernière question que je vais vous poser, nous allons vers les élections en 2023. Oui. J'ai lu quelque part, il paraît que le nouveau président de la CENI l'a dit, il a promis que les élections vont se passer dans le délai exactement. Bon, peut-être, nous espérons que ça sera comme ça, oui. Mais la question pour vous est que pourquoi devrions-nous voter pour Tshisekedi en 2023 ? Avec tout ce qui se passe. Vous avez expliqué, mais quand même, il y a une autre opinion. Il y a aussi des gens qui disent d'autres choses très différentes de ce que vous êtes en train d'expliquer maintenant là. Mais sinon, avec tout ce qui se passe au Congo, pourquoi voter pour Tshisekedi en 2023 ? Bon, je pense que Tshisekedi a amené le pays sur la bonne direction. Vous croyez ? Oui. Ok. C'est quand même votre opinion. Hein? Il amène le pays sur la bonne direction et nous devons consolider cette direction-là parce que la bonne gouvernance, c'est un problème de tous les jours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais il faut commencer quelque part. On peut demain changer la tête de la République et avoir de nouveau un aventurier à la tête. Qui va nous ramener sur la case départ. Oui. Donc, alors, avant que quelqu'un puisse venir tenter de nous ramener à la case départ, il faut qu'on fasse suffisamment d'avancées pour que le pays soit doté des moyens de se défendre lui-même. Donc, en cas de difficulté. Vous nous amenez dans le principe de mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc, il ne fait pas de bonnes choses, mais il faut quand même le voter puisqu'il le connaît, puisqu'il faut... Bon, s'il y en a qui pensent que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est un ange qui n'a aucun défaut, qui fait tout correctement, il se trompe. C'est un homme, c'est un être humain. Tous les êtres humains ont les qualités et des défauts. Certainement qu'il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Oui. Avec raison ou sans raison, mais il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Oui. Mais comparativement aux choses négatives, les choses positives qu'il a amenées nous donnent l'espoir que le pays peut enfin aller plus loin dans la bonne direction. Ok, merci beaucoup Papa Mukuna, et puis je vais remercier aussi tous nos téléspectateurs de continuer à nous suivre. C'est ainsi que s'achève notre émission Info Roundup qui était sur Red Pro Media. Merci beaucoup à vous tous et à la prochaine. Bye.